Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez un nouveau numéro Face à Face. C'est une tribune d'expression libre où on ne se pose pas de questions, mais l'on arrive à échanger sur des principes, sur des pratiques, sur des valeurs. Les questions, ça peut arriver. Effectivement, ça peut arriver. Mon invité peut me poser une question. C'est la seule émission où l'invité peut poser une question. On dit vrai, on parle vrai, mais on ne fait pas la langue de bois. Comme on dit, Toloroli Bagan, on parle politique. On parle développement, on parle société. Comme aujourd'hui, nous allons parler de défis du développement. Et dans toute la sphère, on commence de 1960 jusqu'à aujourd'hui. Je reçois M. Barnabé, avec qui nous allons débattre sur la question. Il est coach, il est aussi expert en communication. On en parle aujourd'hui. M. Barnabé, comment allez-vous? Très bien, Bossem. J'apprécie beaucoup votre cravate. Merci, pareillement. Hein. Elle est très jolie. Des couleurs, de très belles couleurs. Parlons-en. 1960, ça nous rappelle l'accession à une indépendance partielle. Mais on dit que c'était une indépendance. Ben, on a l'indépendance. Vous avez Lumumba, vous avez Kasavubu, vous avez Gizenga et les autres. Mais après, rien ne se produit. Que des promesses, des promesses. Le Congo ne décolle pas, à l'instar des autres pays en 1960, qui étaient pratiquement comme nous, le Canada, le Décoré, on va parler de Singapour, qui était pratiquement rien du tout. Dubaï, rien du tout, mais aujourd'hui, 60 ans, 59 ans maximum plus tard, on est nulle part. Cette question, elle est très fondamentale pour notre pays. Mais le mal ne commence pas à 60. Le mal commence à la genèse de ce qu'on a appelé finalement la République démocratique du Congo. Les autres nations ont fait l'objet de séparation pour avoir certaines nations. Tu comprendras par exemple, quand tu as le Cameroun, le Nigeria, le Bénin, le Togo, vous avez le Ghana et puis la Côte d'Ivoire, Libéria. Donc vous avez les pays francophones, vous avez les pays anglophones, vous avez des Peuls qu'on a divisés, vous avez les Nilotiques, tout ce qu'on a divisé. Mais notre pays, ça c'est très important, les gens doivent comprendre ça. Nous sommes la sommation, comme on dit en mathématiques, nous sommes la somme de plusieurs royaumes, de plusieurs empires. En fusion. En fusion. Nous sommes une nation. Pour qu'on soit une nation, on a été fusionné. Et ça part du fait que notre terrain, notre superficie, nos limites de nos frontières est très hostile. Nous sommes en fait une jungle. Nous sommes invivables à l'intérieur. Et il faut saluer les Belges. Ils avaient compris. Parce que le roi de Belge avait déjà perdu la récupération d'un État vers l'Asie, où il voulait avoir une partie de la Chine, Singapour et consorts. Quand il a perdu, il a voulu se rabattre ici. Mais ce garçon, comme il était très avancé dans la franc-maçonnerie, il avait beaucoup d'informations. Il a évité, il savait que s'il avait juste ce qu'il voulait ici, il n'obtiendrait rien. C'est pourquoi sa première demande était le Sud-Soudan. Donc, nous, on partait du Sud-Soudan, on prenait l'Ouganda, Et le Rwanda? Rwanda, Burundi, une grande partie de la Zambie. On venait par là. Donc, il voulait avoir un truc du genre... Un carré. Un carré qui prenait toute la forêt équatoriale. Il allait même jusqu'en Guinée équatoriale. Mais étant donné qu'il perdait des forces militaires à l'époque, et l'Allemagne, parce que lui c'était un Allemand, avec la guerre d'Hitler, ça les a fragilisés. Il a quand même perdu beaucoup de trucs. C'est pourquoi vous verrez certains royaumes comme dans le Congo central, vers l'Oufou là-bas, vous avez des Congolais qui sont en Angola, ils sont les mêmes. Ici, il a perdu, Makoko est resté à Congo-Brazza, Ngaliema est resté ici. Dans les Massissi, il a fait la même chose, il a perdu. Et d'ailleurs, ça s'explique très bien dans une famille où vous avez un grand frère qui est commandant de la police en Ouganda. Ce jeune frère, il est chargé des renseignements au Rwanda. Et leur cadet fut professeur, même député ici en RDC. Donc, le fait qu'on nous mette en fusion a posé premier problème pour cette nation. Deuxième problème, là maintenant je reviens en 1960.
De 1885 à 1960, nos arrière-grands-parents ont eu une mauvaise relation du travail. Malheureusement, les colons sont entrés, une grande partie par le Congo central, qui est matriarcat. Et nous comprenons l'affection qu'a les mamans vis-à-vis des enfants. Et comme la communauté Congo, d'une manière générale, s'appuie sur les mamans parce qu'on ne savait pas identifier les papas. Nombreux étaient morts dans l'immigration, on a déjà fait une émission dans ce sens-là. Donc, c'était plus des enfants gâtés. Et ils refusaient de faire la corvée. Le blanc a commencé à fouetter. Cette image de fouet a été très mal perçue dans la tête du Congolais lambda. Peut-être qu'il ne fallait pas les fouer. Oui, mais parce qu'il n'acceptait pas. Il n'acceptait pas. Parce que toi, je te connais, tu ne travailles pas 8 heures par jour. Qui a dit qu'il faut travailler 8 heures par jour? Qui a dit qu'une journée, oui, c'est 24 heures, ça c'est Dieu. Mais qui a réparti 8 heures de sommeil, 8 heures de travail? Non, ça c'est le blanc. Cette répartition-là, c'est une répartition de blanc. Il n'est pas interdit de travailler 14 heures. Il n'est pas interdit de travailler 10 heures ou de dormir 10 heures. Oui, mais c'est après les analyses, ils ont compris que ton corps ne supportera pas, ne tiendra pas longtemps. La manière dont Dieu a créé quelqu'un, Dieu a voulu, l'homme peut travailler pendant 10 heures, plus de 10 heures. Oui, mais puis après, même ça se répercute sur tes cellules, tu n'as plus de force après un temps donné, l'espérance de vie prend un coup, tout est calculé. Oedepo, qui est un grand homme africain, il a dit, si tu travaillais seulement 8 heures et que tu passais la plupart du temps à dormir et que si tu vivais 70 ans, tu passeras 35 ans au lit en train de dormir. Justement parce que c'est tout très important. Notre vie est basée sur le sommeil. Ça, c'est Oedepo. Oui. Alors, lui, il conseille aux gens de dormir 4 heures à 6 heures. Et comme lui fait ça, voilà la qualité de travail qu'il produit. Toi, tu fais 3 à 4 tribunes par jour. Et tu n'es pas seulement ici. Tu es dans l'enseignement supérieur. Tu es dans préparer toutes ces tribunes-là. Tu ne vas pas me dire que tu as seulement 8 heures par jour. L'ascension que tu as, tout le monde t'envie. Ils ne savent pas combien de pyramides tu construis, combien de moellons tu casses pour produire ce que tu nous produis ici. Et donc, lorsque l'indépendance arrive, voilà un raté extraordinaire, historique. Nous avons chanté l'indépendance, tcha tcha tcha. Et puis après, on ne l'a jamais eu à la fin de compte. Mais parce que pas nous, on a cru, économique, pas d'indépendance politique, parce qu'on a cru que rien du tout. Il fallait maintenant boire, il fallait maintenant danser. La guerre était finie. La guerre était finie. Les fouets étaient partis. Ils n'étaient pas nombreux. Les Congolais n'étaient pas nombreux à l'époque. Kinshasa, 53 000 seulement, 53 000 personnes. Ils avaient ramassé ce qu'ils avaient ramassé. Vous avez récupéré les voitures, vous avez récupéré les habits, les maisons de vos patrons. Les domestiques sont devenus des patrons, de ceci, de suite. Les gens ont cru que ça devait être facile comme ça. Cette mentalité, vous la retrouvez dans plusieurs villes où a régné le blanc. Là, les villes où à prédominance des colons, les gens croient que la mendicité fait développer les choses. Ils ont une facilité de commander, ils te bombardent des loges, mais ils ne produisent rien. Donc nous avons raté cette relation au travail. Jusqu'aujourd'hui. Votre tribune... C'est la faute de qui en fait? Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on établisse des responsabilités. Il faut qu'on dise à nos jeunes gens, à nos jeunes enfants qui vont naître et qui vont certainement étudier, que voici les décisions qui ont été prises en ce moment-là étaient des mauvaises décisions. Est-ce que Lumumba s'était trompé? C'est peut-être la question qu'on doit se poser. On dit que Lumumba n'a pas fait le tour du Congo. Il ne connaissait pas le Congo comme il fallait. C'était quelqu'un qui était frustré, qui était fatigué des fouets. Il fallait qu'on arrête finalement, qu'on arrête ça. Et on dit même qu'il y avait 2 types de mentalité. La mentalité de Kasavubu était une mentalité tout autre, même différente à celle de Lumumba. Et ce conflit-là n'a pas finalement occasionné l'éclosion du pays. Les Lumumbistes ici qui ont dirigé pendant 32 plus 18, parce que... Ils ne sont pas Lumumbistes, il faut le dire. Si, Mobutu... Ils se réclament Lumumbistes. Ouais. Lumumba a fait le tour du Congo. Lumumba connaissait le Congo parce qu'il est quand même de Sankou. Il a été à Kinshasa, il a été à l'Est. Il a aussi battu campagne, il connaissait. Et à l'époque, on circulait facilement. Non. Kasavubu, c'était le plus âgé de tous. Il avait 35 ans à l'époque. Il avait fait les séminaires.
il était posé intellectuel. Mais il était égoïste. Quand vous lisez objectivement la démarche de Kassa, lui, il voyait que son Congo, là, le royaume Congo, même l'indépendance, il faisait des concessions pour rester seulement dans le truc Congo. Deuxièmement, c'est Lumumba au contraire qui n'était pas vrai. On présente tellement Lumumba contrairement à la réalité. Lumumba, au-delà d'un mètre 85, il était mince, il était beaucoup dans les femmes, il était dans l'alcool, il ne lisait pas beaucoup. C'est ça le problème de Lumumba. Mais sauf qu'il pouvait trouver les mots, parce qu'il était un syndicaliste déjà, il savait haranguer. Mais ces gens-là, on ne peut pas les condamner. Parce qu'il y avait quand même 14, ils n'étaient pas nombreux, 14 intellectuels seulement. Oui, mais puis Lumumba, vous n'allez pas dire qu'il n'était pas vrai dans la mesure où on sait que Lumumba, le déclic de Lumumba, c'est quand il va à Accra. Je crois quand il participe à la grande conférence, quand il rencontre les autres intellectuels, je ne dirais pas comme Nkrumah et les autres, comme Nkrumah, comme Julius Nyerere, il se rend compte que c'est quand Lumumba rentre qu'il réalise effectivement qu'il n'y a pas de détail. Il ne fait pas le poids parce qu'il a rencontré des discours importants des autres. Ils disent, mais alors nous, on est en retard. Alors qu'à l'époque, il y avait déjà des Noirs professeurs. À l'époque, il y avait des Noirs qui enseignaient déjà. Et au Congo, il n'y avait aucun intellectuel, je veux dire, sérieux. Est-ce que c'est peut-être ça aussi pourquoi la raison de sa frustration. Pourquoi je dis que Lumumba n'était pas vrai? Même les discours qu'il a prononcés les avant-midi, les discours de l'indépendance, ce n'était pas rédigé par Lumumba. Il avait déjà un ami belge, un journaliste, qui avait écrit les discours terribles de Lumumba là. C'est pas écrit par la même. Mais on dit que c'était écrit dans si, la salle. Ça c'est dans la salle. Non, vous savez, quand on veut vous fabriquer, quand on veut faire de vous un grand, on peut faire des mythes. C'est faux. Parce que si tu prends, tu regardes, même la chronologie, moi je suis un rédacteur de discours, il fait semblant de quelqu'un qui réagissait à ce que Kasavubu était en train de dire, mais dans peu de temps, il ne pouvait pas rédiger tous ces papiers qu'il avait. Quand il s'est mis debout, il a tiré les discours dans la poche. Il a tiré les discours dans la poche. Et les discours, vous pouvez vérifier aujourd'hui, les informations commencent à sortir. C'était rédigé par un Belge et un ami à lui, un Français, qui avait glissé cette affaire-là. C'est aussi une contradiction de son discours au dîner du soir. Oui, parce qu'après, on lui a dit que tu as été méchant, tu n'aurais pas dû, tu n'aurais pas, et puis finalement, c'est rebiffé. Et le soir, il a prononcé notre discours. Oui, c'est rebiffé. Et le courageux qu'on a toujours présenté, que Lumumba était un homme très courageux, déterminé, c'était un leader sans vision. Parce que lui, il n'a fait que 3 semaines. Les gens aussi ne savent pas ça. Que Lumumba était seulement Premier ministre en activité du 1er juillet au 22. Donc, il n'a fait que 3 semaines à la primature. Tout le reste, là, il avait déjà chamboulé la maison, bras dessous, bras abracadabra, et il avait perdu le contrôle de tout. Le reste, il faisait qu'être traqué, saboté et consort. Nous ratons cette affaire-là parce que au démarrage des 60, c'était ce que je voulais dire, les pères de la nation, les pères de l'indépendance, ils ont perdu l'incarnation du travail. Ils ont maudit leurs mains. Or, Dieu dit, Zorobabel, toi tu as bâti la fondation, tu verras la fin de la construction de cette affaire ici. Les pères de la nation, comme les Nyerere, les Kenyatta, les Jomo Kenyatta, je voulais dire, et les autres, ils ont fondé leur nation en bénissant leurs mains. Même Kagame, qu'on décrit aujourd'hui, quand le Rwanda est tombé en faillite en 1994, lorsqu'il reprend les affaires, il bénit les mains. Il n'est pas un théologien ou un théoricien qu'on sort. Kagame, c'est un entrepreneur, pas de diplôme. Moi, je me souviens au début, lorsque le Rwanda a commencé, on n'écrivait pas. Au Rwanda, tout s'est passé au téléphone. Ils ont fait confiance à la parole donnée. Quel est le mal de notre pays? Nous avons maudit nos mains et nous avons maudit nos bouches. En faisant quoi? Parce que nous ne respectons pas la parole donnée. Ça commence d'abord par l'heure. Les Congolais ne respectent pas l'heure. Et ne respectent pas la parole donnée. Et cela est à tous les niveaux. Ce n'est pas certain et évident que lorsqu'un juriste congolais te fait un rendez-vous, il te promet quelque chose, ce n'est pas vraiment
sûr qu'il va réaliser. Et donc nous ratons. Les pasteurs, oui. ce n'est pas évident, tout comme les administratifs. Mais alors, c'est vrai, selon vous, on rate, parce que je n'ai pas la même vision que vous sur la question, on rate le développement. Le décollage. Le décollage, on va dire, on rate ce décollage parce qu'on avait maudit nos mains. Vous citez le Kagame, je ne reviendrai pas là-dessus parce que nous savons tous aujourd'hui comment Kagame vend le Rwanda sans vraiment faire les choses pour le Rwanda. On sait qu'il est sponsor d'une grande équipe comme le Paris Saint-Germain. Il vient d'être sponsor de Paris Saint-Germain. Il était le sponsor d'une autre équipe, Arsenal, mais il n'a jamais soulevé, développé, ne serait-ce que son infrastructure en termes de sport, chez lui-même au pays. Alors ça va être compliqué sur la question, on va peut-être pas aller là-bas. Mais il y a aussi, après Lumumba, après Kasavubu, mais vient Mobutu, c'est une autre génération qui arrive. Mais une autre génération qui arrive, Mobutu trouve un budget excédentaire, un matériel financier impressionnant, le pays a la plus belle culture, la plus belle femme, la plus belle image du pays, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il en fait de ce pays? Qu'est-ce qu'il en a fait, on va dire? Non, les Belges qui sont venus ici étaient des gens qui recevaient les autres des intellectuels. Les Belges. Les cerveaux qui dirigeaient le Congo belge étaient en Belgique, bien structurés, intellectuels. Nous savons tous aujourd'hui que les Belges aiment les écritures, c'est la meilleure administration, tout ça. Mais Mobutu, quand tu le prends, les choses, c'est un autodidacte qui a appris sur l'État. Journaliste, militaire. Autodidacte. Très bien. Donc, a un parcours très brillant, un homme très intelligent. Mais il n'était pas entouré de grands intellectuels au début. Les intellectuels, moi, ma question, c'est le rôle d'intellectuel. Aujourd'hui, nous sommes 92 millions, nous allons vers 100 millions. Il est probable que nous avons plus de 12 millions de licenciés congolais. Oui, un peu plus d'ailleurs. Un peu plus. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Mais la production, le problème, c'est être intellectuel. On a beaucoup de diplômés, je crois. On a beaucoup de diplômés, mais peu d'intellectuels. Alors, je salue un de mes mentors, le pasteur Tos, qui me dit un jour que si vous allez à l'hôpital, ceux qui font l'AVC, ceux qui ont des problèmes de santé, ce sont les tridocs, ceux qui ont beaucoup de diplômes, parce qu'ils refusent de faire un certain nombre de travaux, croyant que avec leur diplôme, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, l'intellectuel congolais est totalement en dehors de la plaque. Ailleurs, c'est l'intellectuel qui bâtit la nation. Écoutez, lorsque vous posez une question a été posée dans un auditoire en France et aux États-Unis. On pose la question, à l'issue de votre formation ici, vous aimeriez être qui? 75% d'étudiants ont voulu être des fonctionnaires de l'État. Mais aux États-Unis, 75% ont voulu être entrepreneurs. Des managers accomplis. Voilà, il veut être patron de lui-même. Mais nous, au Congo, on est quoi? C'est la mentalité des fonctionnaires. On veut des bureaucrates, on veut travailler dans C'est-à-dire même quelqu'un qui est là, il croit que ça va se passer par 1, 2, 3, il devient riche directement. Il ne sait pas se donner 25 ans pour bâtir son entreprise. Et c'est l'erreur de Mobutu. Non, ça, ce n'est pas l'erreur de Mobutu. Ça, c'est l'erreur de l'intellectuel. Okay. D'ailleurs, moi, pour être franc et sincère, c'est l'erreur de l'Église catholique. Ça, c'est parce que c'est l'Église catholique qui nous a formés. L'Église catholique a formé l'intellectuel congolais. Mais ils n'ont jamais été capables de faire un homme congolais, un citoyen, un patriote. Mais c'est le programme de l'État que voulez-vous, c'est pas l'Église catholique. C'est l'Église. Non, mais l'Église catholique ne crée pas un programme scolaire. C'est vous qui créez les programmes scolaires et vous demandez à l'Église catholique, qui est votre partenaire, de vous aider dans ça. Mais eux ne fondent pas le programme. Lorsque les Belges viennent s'installer ici, ils viennent seulement avec l'Église catholique et l'armée. Oui. Et il amène l'Église catholique et l'armée. La preuve, tu verras, toutes les paroisses sont non loin des communes. Pourquoi les communes sont rapprochées des paroisses? C'est lorsque tu viens faire votre confessionnat ou confessionnariat, je ne sais pas, tu viens de confesser tes péchés. Non, tata mokonzi, ngam tunaibaki, dani diamant, ngam tunaibaki. Ils communiquent à la police. Le temps que tu sors, on t'attrape, on dit kangam tu kilo, et tu es arrêté. Donc, cette proximité-là, c'était à cause de ça. Oui, mais vous n'allez pas quand même plaindre les Blancs pour ça, parce qu'ils sont partis il y a longtemps. Ils vous ont créé, c'est vrai, un système. Lorsqu'ils sont voulaient partis. faire de vous des auxiliaires, des commis, mais pas vraiment d'intellectuels réfléchis. C'est ça. Mais après Mobutu, quand il arrive, il ne fait rien, il continue avec la même logique. Mobutu, d'ailleurs, il a aidé à garder notre frontière. Oui. D'abord, mais Maloula, et Tchaou, Mosengo, sont des trois responsables. De quoi?
de notre chute sur le plan intellectuel. Comment ça? Parce que c'est eux les géniteurs de l'intellectuel congolais. Non, mais c'est l'État congolais qui fixe le programme d'études. Mais c'est eux l'État. Non, mais comment ça va être l'État? Comment ça va être l'État alors qu'ils n'ont jamais été les ministres de l'enseignement, ils n'ont jamais été premiers ministres. C'est vous qui concevez votre programme politique. Quand tu dis c'est nous là, nous sommes leurs produits. C'est eux qui ont béni les grossesses. Ils nous ont bénis, ils nous ont baptisés étant enfants. Ils nous ont fait les malongis. Ils nous ont fait la communion. Tout ce que vous appelez là. Ils nous ont amenés jusqu'à... Nous confessons chez eux. Nous prions chez eux. Nous payons la dîme chez eux. C'est eux. C'est l'église catholique implantée sur toute l'étendue de la République. La CENI ici. Version Malumalu. Pourquoi tous les bureaux de la CENI sont dans des écoles protestantes, les écoles catholiques? Parce qu'ils sont les meilleures écoles. Non, mais parce qu'ils sont... D'abord, ils sont sur toute l'étendue. Oui, bien évidemment. Mais vous n'allez pas... Mais les musulmans... Ça va être trop facile. Non, c'est pas trop facile. C'est très sérieux dans mes analyses. Ouais. Vous verrez par exemple les pays musulmans. Avec des écoles musulmanes, c'est la rigueur musulmane qui est là. Ici, chez nous, est-ce que nous avons la culture catholique? Cette rigueur de travail, est-ce qu'il y en a, il n'y en a pas? Mais on est laïque. On n'est pas catholique aujourd'hui. Le pays ne se définit pas en catholique. Le pays se définit en laïcisme. Nous sommes laïcs. Tous les pays, même l'Arabie Saoudite est laïque, même Turquie est laïque. Non, mais il y a des pays musulmans où la religion d'État... Nous, on n'a pas de religion d'État au Congo. Il n'y a pas de religion d'État. Le président Kabila est allé se marier dans une église protestante, pas catholique. Il s'est marié chez lui, d'ailleurs c'était mariage mixte. Oui. Donc bref. C'est vraiment, chez les protestants, ce n'était pas les catholiques. Tu peux renier ça, tu peux ne pas vouloir accepter cette assertion. Mais nous sommes tous partout. Oui, les catholiques sont partout. Oui. Ils sont implantés dans tous les territoires. Mais qu'est-ce qui, selon vous, caractérise, qu'est-ce qui, selon vous, est à l'origine de l'échec de Mobutu? Il échoue pourquoi exactement? Insuffisance d'intellectuels autour de lui, complaisance, gabégie, corruption, mauvaise gouvernance, dictature, impérialisme, ou c'est le tout? Non. Mobutu échoue à cause de l'église catholique. C'était eux les partenaires, c'était eux la société civile. Tu sais, les 9 mois de Fachi, nous sommes à l'heure du bilan. Sur le plan judiciaire, très bien. Il commence par libérer des bandits. Même les violeurs, il a libéré plus de 3000 personnes. Vous les appelez des bandits? Oui, parce qu'ils étaient déjà en prison. Des victimes d'une injustice. Oui, ils étaient déjà en prison. D'une justice à double scie, dans des scies, pardon. Très bien. Mais à la fin de l'année, 12 mois après, il frappe celui qui traite son administration. C'est-à-dire, nous avons quand même, pendant les 12 mois, nous avons senti Fachi surélevé, est en train quand même de placer notre justice à un niveau où elle n'était pas. C'est pour la toute première fois dans ce pays, un homme aussi influent comme le maire de la ville, de la commune de la Gombe, l'homme qui a morcelé, qui a pratiquement balkanisé toute la commune. Les tout-puissants, on les voit être arrêtés, Pan et à Makala. C'est la première fois qu'un candidat président de la République se retrouve à Makala. Candidat président de la République. C'est la toute première fois dans ces pays, pendant plus de 60 ans, lorsqu'il y a des hommes influents. Tu as promis, j'ai suivi votre tribune, qu'il y en aura. Toi, tu as parlé de 2, moi je connais 8. 8 vont être bientôt encore traqués. Et le président ne prend pas son téléphone pour dire, oh non, à Petit Nanga, à Moutounanga. C'est la toute première fois. Donc sur le plan judiciaire, c'est bon. Mais les 12 mois de Fachi ici, d'où viennent les stress? Les stress viennent de la gratuité de l'enseignement. Et cette constipation vient des 25 écoles de l'église catholique. L'église catholique n'aide pas le président. Comme n'a jamais aidé Comme n'a jamais aidé Joseph, comme n'a jamais aidé Mzé, n'a jamais aidé Mobutu. Donc l'église catholique pour vous doit s'amender. C'est le responsable de tous nos problèmes aujourd'hui. L'église catholique doit s'amender. Parce que nos mamans confessent, nos papas chez les prêtres, nous sommes baptisés. Il n'y a que l'église catholique qui baptise les enfants. 2 mois, 3 mois, tu es déjà baptisé, on te suit. Tu étudies là-bas. Tous les meilleurs intellectuels ici ont étudié chez les catholiques. C'est d'ailleurs un objet de complexe. Si tu n'as pas étudié chez les catholiques, tu sembles être un peu complexé. Mais lorsqu'ils déversent ces gens-là sur le marché, c'est encore eux qui continuent à les suivre. Mais alors là, j'ai comme l'impression que vous disculpez Mobutu. Parce que Mobutu, finalement, va faire la zaïranisation qui va amener le pays dans le trou. Cette zaïranisation, c'était finalement pour moi un cheval de Troie qui
a une bonne image, c'était une très belle idée, créer des richesses en Afrique, mais Mobutu va très mal s'y prendre. Il va finalement commettre des monstruosités en chassant les magiciens. Et il garde la magie. Qui produit la magie si le magicien n'est pas là? Et donc finalement, Mobutu va tomber dans la même erreur. Et puis ça va être de mal en pis. Peut-être c'est ça la vraie raison de l'échec de Mobutu. Là aussi, on présente mal Mobutu. En 1887, donc lorsque Léopold II accède à cette partie, en 1885, en 1887, il fait la Grande-Bretagne, où il est allé s'endetter. Il a eu 100 milliards, ce qu'on appelle le plan Marshall de roi Léopold II, et il commence à bâtir. Il trace les routes, donc il a pris nos sentiers, il a élargi à 3 mètres. Nous avons seulement des voies de 3 mètres. Pour faire Kinshasa-Matadi, la route était 3 mètres. D'ailleurs, à l'époque, il fallait appeler à la phonie pour que l'autre véhicule ne vienne pas. Il n'y en avait pas beaucoup aussi. Il construit les hôpitaux généraux de référence, il construit, tu verras même les bâtiments sont presque les mêmes. Hein. On a dupliqué pratiquement, il a implanté. Et il devrait commencer à payer son plan Marshall des 100 milliards là qu'il avait. C'est comme ça, il va être cruel, il va tuer, il n'aura pas de pitié aux gens. Mais à l'issue de cette démarche-là, de payer les 100 milliards empruntés chez les crédits qu'il avait pris chez les Anglais, il connaît une crise économique de 1827 à 1829. Il tombe aussi dans une autre crise économique de 58 à 59. Et jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes jamais ressortis de cette crise-là. Pourquoi? Et là, c'est la RDC maintenant, personnellement. Pourquoi? Parce qu'en 59, lorsque le bruit de l'indépendance commence à venir, Léopold va décider de vider toutes les caisses, en fait, les rois de Belge. Il vide toutes les caisses congolaises. Donc, il saigne nos réserves. Nous tombons en faillite. C'est là d'ailleurs où le Lumumba a eu l'occasion de parler, parce qu'il y avait des perturbations de paiement des salaires. Alors, lorsque Mobutu arrive au pouvoir, il constate pendant les 5 ans, il a fait appel à tous les meilleurs économistes possibles. On lui demande, si tu continues comme ça ne va pas marcher. Donc il a agi au fait, à Manamungala quoi. Il a dit non, des bateaux d'ailleurs, ils continuent comme font l'Afrique de l'Ouest, quoi, où vous avez un État, mais les francs français est géré là-bas. D'ailleurs, Ouattara, fin mandat, il commence à réclamer qu'on frappe les héros aussi pour l'Afrique de l'Ouest. Donc cette aliénation-là, Mobutu avait voulu seulement mettre fin à cela. Mais ceux qui l'ont prodigué le conseil, je t'ai dit ici qu'il était autodidacte, l'ont trompé. Encore une fois, Maloula était mécontent de cette opération-là, parce que c'est lui qui continuait à contrôler tous les biens de ces bandits ou de l'église catholique qui était partie. C'est ça les problèmes. Et donc, alors ça sera finalement, on va aller en 1980, l'enseignement prend son premier coup, la fonction publique commence déjà à saigner, les routes commencent à devenir un peu impraticables, la vie commence à sentir mal, on va le dire, mauvais. Et puis, 80, 90, c'est le vent qui va frapper les vents de la démocratisation. Mobutu va finalement pleurer, on ne comprendra peut-être jamais son émotion. 90, c'est la naissance ou les naissances des oppositions en Afrique. Je parle ici, la naissance de la vraie, guillemets, opposition avec les 13 parlementaires. Est-ce qu'on peut trouver l'erreur dans la démarche de l'opposition? Ce sont des erreurs congénitales pour certaines personnes, mais des erreurs, des pratiques quotidiennes pour d'autres. Non, la crise de 80 dont tu parles tire son origine en 78. Exact. 78, pourquoi? Parce que Mobutu fait la démonétisation. En fait, on devient comme Venezuela, hein, comme les pays latino. Tu peux acheter avec 1000 Zimbabwe, millions de francs. Donc, pourquoi? Parce que les gens... Tout le monde est millionnaire. Oui, tu as donné un exemple d'un dignitaire de la République démocratique du Congo qui parle dans un magasin, il achète les meubles de 32 000 $. Ouais, 32 000 $. Ailleurs, on t'arrête. Ouais. Tu ne peux pas, en un coup, débourser comme ça 32 000 $. Nous retombons encore dans les tcha-tcha-tcha. C'est ça l'erreur encore. Dans les 72, là, les gens amassent les richesses, les gens font ce qu'on appelle la thésaurisation. Vous commencez à garder l'argent à la maison. J'étais jeune à l'époque, j'ai vu à Bukavu, quand on a donné seulement 48 heures, des mal de billets de banque allaient vers la banque centrale de Bukavu. Donc, les gens se contentaient de regarder les billets de banque comme ça, oubliant que
l'argent, c'est la confiance, il faut que ça circule. C'est cette circulation-là qui va stabiliser la nation. Tu vois, encore aujourd'hui, hein, nous sommes à 17. Il est fort probable qu'on arrive à 20. Oui, parce que possible. les opérateurs économiques, les gens ont constaté que le ministère de l'économie ne propose pas, le ministère des Finances ne propose pas. Les promesses que le président a eues, ce n'était que des promesses. Ça doit prendre le temps pour emballer les milliards pour que ça arrive ici. Il faut qu'il y ait le circuit monétaire. Et lorsque Mobutu rate ça, l'opposition s'embarque et les pays étaient partis. Alors, Encore une fois, une opposition protégée par l'Église catholique. C'est pas possible. Parce que même là, même CLC aujourd'hui, hein, ils ont trompé Kabila ici que non, la maman là, et le prof Naïwel s'est caché. Il s'est caché où? Chez les catholiques. Les mouvements citoyens et l'Église catholique, c'est eux qui, ainsi que l'IDPS bien sûr, c'est eux qui ont fait pression pour... Mais ils nous ont permis l'alternance. Maintenant là, ils ont permis l'alternance. Pourquoi c'est-à-dire ils ont permis un truc qu'ils n'avaient pas prévu même sur papier. Ils ont seulement dit tolingi mwana maman sifana le souste, totia mwana maman Marthe. Mais entre-temps, lorsque maman Marthe arrive, on l'appuie pas. Nous sommes la seule nation, on injurie les gens. Qui Ambongo, il vient d'être créé cardinal maintenant. Est-ce qu'on va faire un bilan dans une année? Lui-même, il est là, il attaque le gouverneur de Kassai, il attaque. Bon, on va lui donner le dialogue, parce que nous, progressistes, nous demandons qu'il y ait un dialogue social. Au fait, pour qu'on se pose quand même cette question-là, pourquoi quand il y avait très peu d'intellectuels, cette nation semblait marcher? Aujourd'hui, nous sommes nombreux, le pays ne marche pas. Mais on sait que ça n'a jamais marché. Parce que quand vous êtes des intellectuels, vous ne préparez pas la démographie, vous n'arrivez pas à savoir en 10 ans, vous aurez combien de population, créer des cités pour accueillir ces gens-là. On n'a jamais été une société de planification. Nous, on a été une société de constats. On fait des constats, on ne planifie rien et puis voilà, on est surpris. Là, c'est encore l'Église catholique. Là, tu me fais rire parce que j'ai suivi une fois un conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté. Il a balancé sur les médias qu'il va... Hein, lui, le gars qui a amené le président à l'acte de Manvalé. Vous savez, les conseillers du président Félix ont de la chance. Hein. Il y a ceux qui l'amènent au Pullman, discours sur le numérique, jusque-là on ne voit rien, l'Internet continue toujours à être cher, et on l'amène lutte contre la corruption. Chacun, l'autre l'a même amené au Congo central pour la question d'électricité. Mais le gars là, un jour, il me fait rire, il dit non, nous allons créer l'exode urbain. Nous allons demander aux gens de quitter la ville pour entrer au village. Ça m'a fait marrer comme tu n'as pas l'idée. Je viens de lire une correspondance du ministre des Affaires foncières, Sakombi. Sakombi Molondo, si c'est Molondo. Voilà. Molendo. Il dit non, ne construisez plus sur les poteaux du courant, ne construisez plus sous les passages des tuyaux de la régie des eaux. Et là où il y a la pente de 15%, ne construisez plus là-bas. Il fait Et quand vous suivez Pius Mobilou, lui qui a fait des études aux États-Unis, lui aussi bombarde. Allez, les maisons qui sont dans les mauvais sites, on va les casser, on va les démolir. Qu'est-ce que vous proposez? Vous êtes quand même un État. Tout en oubliant que Kinshasa, en 2030, nous serons 25 millions. Les Congolais ici, nous allons être 120 à 150 millions d'ici 2040. C'est connu mondialement que les gens vont vivre plus dans des villes que dans des campagnes. C'est connu que 1 milliard de citoyens, parce que d'ici 2040-2040, nous serons presque 12 milliards sur cette terre, 1 milliard seront des Congolais, je voulais parler du Congolais, auront entre 18 et 22 ans. Mais vous voulez casser tout ça. Il n'y a aucune projection qui s'est faite. Donc, les défis démographiques, personne n'en parle. Les 3 ministres, acteurs principaux, catholiques de surcroît, dont je viens de parler ici, visiblement, vous avez un problème avec les catholiques. Non, oui. C'est une réalité intellectuelle qu'il faut... Mais alors, quand on revient sur le pays, on va se rendre compte que l'opposition, depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, continue à faire la même chose. Critique sans proposition, et à la fin des comptes, ils n'ont rien. Mais là, en 2000, on va dire, d'abord, on va évaluer ça comme ça. Mais puis, à l'époque de Kabila, 18 ans, on va faire un peu avec son père, 20 ans, bon, son père a fait le silence de l'opposition, mais quand l'opposition a commencé à reparler avec Kabila, ça va faire 18 ans, l'opposition n'avait toujours pas le pouvoir. Quelle est votre analyse, vous, personnellement, sur d'abord la nature de notre opposition et aussi Kabila, Joseph? Qu'est-ce qui a été sa plus grande erreur, sa plus grande faute? Et puis ses côtés forts aussi.
cette analyse holistique et puis nous passons à Félix Tshisekedi pour terminer l'émission. L'opposition congolaise démarre en 1954 sous de très mauvaises bases, le tribalisme. C'est jusqu'aujourd'hui, et ça c'est le cancer même, le virus qui ronge la classe politique congolaise, le tribalisme. Il est malheureux quand tu arrives dans des cabinets, des grands leaders politiques aux affaires comme dans l'opposition, tous se parlent en langue maternelle. Moi, ça m'agace terriblement. Tu arrives, les membres du cabinet sont tous en majorité de la tribu du chef, qui sont influents, les très proches membres de la famille du chef. Ils ne produisent pas, ils n'écrivent pas, ils ne produisent pas. Donc le tribalisme, catastrophe naturelle dans notre opposition. Ce qui fait que ça va marcher sous Mobutu, ça va marcher sous Mzé. Sous Mzé d'ailleurs encore c'était très grave, parce que lui il a formalisé ça même dans l'armée, et ça, même dans les services. Ce qui fait que nous avons vu ça ici. Tu peux être interpellé, il suffit seulement de parler dans la langue du leader et tu es... Mais ça c'est un mal congénital, on est né avec. C'est terrible. On est né comme ça malheureusement avec les Abakou, l'association de Bamongo. C'est pourquoi j'ai dit depuis 1954, notre opposition, malheureusement jusqu'aujourd'hui, et même les intellectuels réfléchissent de la sorte. Même, j'avais suivi une fois Showbiz, tu avais fait une exposé sur les changements de mentalité. Moi je t'avais dit non, ça sera difficile. Nous pouvons peut-être révolutionner ou transformer. Mais changer cette mentalité ici, il faut que Jésus lui-même revienne. Alors, là, on prend les erreurs de Kabila, Joseph. 18 ans après, on ne garde rien de lui. Aucune université importante au pays, aucune école importante au pays, aucune route importante au pays, aucun bâtiment d'ampleur, aucune infrastructure sérieuse, aucun pont, finalement rien de grand. Alors, qu'est-ce qui est à la base de son échec? L'échec le plus grand, parce que tout ce que tu as dit là est faux. Le plus grand échec. Est-ce que j'ai dit faux? Oui. Vous pouvez me prouver le contraire? Ouais, le pont Luangue. Allez-y. Ah ben c'est le pont Luangue, vous le comparez à quel pont? Ça fait quand même 1 kilomètre. Mais vous le comparez à quel pont? Non, vous tu le as dit. Comparé au pont Maréchal? Non, tu as dit aucun pont. Oui, mais aucun. Au Luangue, c'est pas un pont sérieux. C'est un tout petit pont, on va dire. Par rapport à 18 ans, c'est quand même rien. C'est lui qui te parle oui. ici. J'ai été quand même aux grands travaux. Oui. Donc je connais les dimensionnements. Mais on est d'accord. On est d'accord. Mais le pont Maréchal, c'est un pont métallique, une vieille structure d'une architecture de 1960. Qu'on n'a pas pu changer. C'est vieillissant. Et c'est pas très long comme tu considères. Oui, non, mais c'est dans les 500 mètres. Mais on est bien. Mais Luangue, c'est quand même 1 kilomètre de portée. Mais par rapport, à Lualaba, il a fait aussi un autre pont de 800 mètres. Donc il y en a. Les ponts, il y en a. Je suis bien d'accord avec vous. Mais est-ce que vous pouvez contextualiser ces ponts? Quand on crée le pont Maréchal, on est dans quel contexte? Et ce pont est envié par l'Afrique centrale. Toute l'Afrique, aucun pont n'est comme le pont Maréchal. La Côte d'Ivoire va finalement créer, mais après, il n'y a pas longtemps, avec le pont Henri Konan-Bédié. Sassou Nguesso va créer son pont il n'y a pas longtemps. Mais est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, en 2000, le pont Luangue ressemble à un pont de quel type? Si c'était des étoiles, c'est quel type de pont? Les ponts que nous attendons, c'est le pont Kinshasa-Brazza, parce que là, au moins, ça va nous ouvrir à l'international. Le pont Luangue a aussi l'avantage quand même de relier Est à Ouest. Donc, on ne peut pas trop débattre sur ça. Très bien. Vous avez dit que c'était faux, tout était faux, les écoles, les universités, c'était quoi laquelle Oui, parce que quand même, ma Pont University n'a pas été fait sous Tshisekedi, ma Pont University est quand même fait sous Kabila. Et puis l'ICB, Université catholique de Bukavu, est quand même bâti IPC. Là, vous parlez encore des catholiques, là, ils sont des protestants. Vous parlez encore des églises. Heureusement que vous en riez. De quelques œuvres. Allez-y. Non, Kabila, c'est quand même quelqu'un qui a fait 18 ans de règne, mais aussi 18 ans de guerre. Donc, il n'a pas eu vraiment... Des guerres que lui-même était au courant, hein, il faut le dire. Non, c'était des éléments qui pouvaient l'échapper. D'accord. Je ne suis pas son avocat. Je crois que si j'étais là, je ferais mieux que lui. Ça, c'est certain. Donc, le problème, lui aussi, il a été berné par le tribalisme. C'est ce que moi, j'ai toujours regretté. Parce qu'il a écarté ce qui semblait comprendre l'objet de la lutte. Il n'a pas créé une nouvelle classe politique. Ça, il regrettera de ça lui aussi. Parce que même quand tu regardes ce qui se passe à Lubumbashi, à Mboula Lodge, ça ressemble encore à la Corée du Nord. Hein, Et vous avez tous des intellectuels, curieusement. Des éminents intellectuels,
mais qui sont là en train de chantonner. Alors, je retiens deux choses. Les catholiques ont tué ce pays et les intellectuels aussi. Donc, les deux sont des responsables de notre destruction. Numéro un. Numéro un. Ouais. Très bien. Alors, finalement, Kabila, on peut raconter tout ce qu'on veut raconter, mais il organise quand même 3 fausses élections. Et puis, la 3e élection, c'est Félix Tshisekedi qui l'emporte. Et on est là aujourd'hui, 9 mois plus tard. Est-ce que Félix Tshisekedi a déjà des erreurs monumentales depuis qu'il est là? Il faut quand même reconnaître que Mobutu avait organisé aussi 14 élections. Ouais, des fausses élections. Ouais. Au fait, on nous a tellement mal vendu les élections. Les élections ne sont jamais bonnes. Toutes les élections sont et seront toujours fausses. Pourquoi? Parce que c'est un jeu. Moi, j'ai vu hier, on a refusé un but de Neymar contre Nantes et pourtant le but était valable. Comme on a donné aussi le ballon d'or à Messi au lieu de le donner à Sadio Mané. À Sadio Mané. Les lobbying des Noirs et des Blancs, ça c'est normal. Moi, j'aime beaucoup Félix. Il m'a recruté à lui-même personnellement le 23 juin. Parce que c'est le jour où il a remis cette nation entre les mains de l'Éternel. Je suis chrétien. J'ai aimé cet acte-là et je soutiens, j'ai pris pour lui. J'ai dit, Seigneur, voilà au moins quelqu'un qui a proclamé dans ces pays de franc-maçonnerie, dans ces pays de primacuria, au moins quelqu'un qui a dit, Natelemi Nakit Yonde Vanda. Mais ça n'a rien à voir. Ça, non. Ça n'a rien à voir. Spirituellement, pour moi, mais ça n'a rien à voir. Au moins, il m'a recruté. Le pays des francs-maçons évolue. Hein. Au moins, les pays des francs-maçons, ça évolue. Les pays des francs-maçons, il n'y a pas 15 millions de dollars qui s'échappent tous les jours. Les pays des francs-maçons, il n'y a pas vos histoires de marché. Les pays des francs-maçons n'avancent pas. Oui, c'est les pays des intellectuels qui avancent. Non, mais et les pays des entrepreneurs. Mais, bon, ok. Oui, mais parce que Tshisekedi, voici ce que j'ai reproché à Tshisekedi, parce qu'on doit revenir sur Tshisekedi. Le retard dans la prise de décision. Il est le mieux informé. Mais je considère que le président tourne beaucoup de pouces. Deuxièmement, il ne se débarrasse pas du virus du tribalisme. Moi, je suis très gêné de voir dans chaque nomination du président, il y a un nombre excessif de gens de sa tribu. Mais géographiquement, ils sont nombreux au Congo. Vous allez non, un instant. Vous pouvez moi, je vous interromps un peu, excusez-moi de vous le dire. Moi, je suis né à Goma, j'ai grandi à l'Équateur. Mais je n'ai pas compris à l'Équateur, j'ai rencontré des Balouba. Eh ben, ils sont nombreux. Notre bâtonnier est Moulouba. Et vous trouvez que vous êtes à l'Équateur, mais vous avez beaucoup de Louba à l'Équateur, au point que quand il y a une nomination, c'est forcément il ne peut pas s'y manquer parce qu'ils sont nombreux, même démographiquement, prouvez-moi le contraire. Le président a créé la coordination des changements de mentalité. Oui. CCM. Elle est où cette structure? C'est un cabinet du président, donc ça doit être dans les multiples bureaux du président. Toi, tu as dit qu'il y a des cabinets qui sont au palais de la nation. D'autres, je ne sais pas là où ils sont. Ouais, franchement, moi non plus, je ne sais pas en tout cas. Changement de mentalité. Notre première maladie de la mentalité, c'est le tribalisme. Ouais. Mais lui-même bombarde 3 Balouba. Les 3 chefs de changement de mentalité sont de Balouba. Ouais, là, je vois que ça passe pas beaucoup en tout cas. C'est terrible quand on doit faire ça. Toutes les nominations du président, s'il nomme 3 personnes, il y aura des Balouba. Non, c'est pas bien. Est-ce que vous pensez que c'est fait à dessein ou c'est des circonstances, des coïncidences, on va dire? Est-ce que peut-être qu'il est regardant sur ces questions? Parce que vous savez, M. Barnabé, vous pouvez porter un nom qui est Louba, mais vous n'êtes pas Louba. Vous savez, Serge Kabongo. Serge Kabongo, c'est un nom Louba. Mais il n'est pas Louba, le pauvre, il est de chez moi. Vous avez des questions comme ça, il y a des noms, des gens qui portent des noms, mais franchement, ils sont pas ça. Mais je n'excuse pas. Je n'explique pas. En dénonçant cela, je ne m'adresse pas au président de la République. Oui, je sais. Je m'adresse au chef de la maison civile qui est un monseigneur. Oui. Encore catholique. Encore un catholique derrière le président. Il devrait quand même veiller à ça. C'est impossible. Deuxièmement, c'est quand même le premier conseil du chef de l'État. C'est son père biologique. Oui. Il doit quand même, il n'y a que lui qui est autorisé à gifler. Et même à Marthe, ils peuvent gifler le président. Il faut quand même qu'on regarde sur ça. Cet équilibre-là, elle est importante. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Je garde toujours en mémoire le communiqué de 2 août du RCD. Qu'est-ce que le communiqué a dit? Le communiqué lit par Sylvain Bouki à Goma et Thierry Ilunga à Bukavu. Nous destituons le président Kabila, nous lui reprochons des éléments ci-après. 1. Banque centrale, Katangé.
chef d'état-major, Katangé, ceci, Katangé. On avait cité presque 15 reproches. Au fond, c'était toujours Katangé, Katangé, Katangé. Mzé a été combattu militairement parce que chaque fois qu'il devrait relever quelqu'un d'un poste, on ne voyait d'abord qu'un Katangé. Et les Katangés en ont payé le plus mauvais prix. Je me rappelle encore ce débat qu'il y avait ici à Kin pour être la police revenait au Katanga, mais c'était à mon avis un débat immoral. Non, ce n'est pas immoral parce que ce sont des faits. Tu verras par exemple notre justice. Joseph Kabila, les deux piliers de la justice, Cour constitutionnelle et je ne sais pas votre cassation là. Cassation, il a donné aux gens de Maniema, de la famille de sa mère, et les Cour constitutionnelle, la famille de son père. Tous les décideurs de la justice congolaise aujourd'hui, si tu n'es pas Moulouba, si tu n'es pas Katangé Moulouba 4, tu es de Maniema, de Mama Sifa. La structure de la police, c'était la même chose. Les grands décideurs dans ces pays sous Kabila, c'était aussi la même chose. Chadari. Chadari est oncle. Chadari, oncle. Mais président du groupe parlementaire du PPRD, tout ce qu'il faut faire là, c'est toujours Chadari. Au Parlement, c'est Chadari. Vous regardez, famille de maman. Tambo et Mamba. Et maman. Maniema. Donc, cette affaire-là de vouloir trouver des meilleurs que dans votre tribu, je dénonce ça et j'ai toujours été contre cette maladie-là. Alors, vous pensez que c'est aussi une raison fondamentale qui fait finalement échouer le président Félix Tshisekedi. S'il continue dans la logique, selon vous, hein, de nommer toujours, dans chaque nomination, il y a de Balouba. Mais si j'ai encore mémoire fraîche, je crois que je peux me retrouver. Il y a des nominations dont les Louba ne sont pas là. Mais je ne sais pas trop, mais en tout cas, il faut que je regarde encore. Mais alors, à part ça, bon, maintenant parlons des points forts de Fachi. Parce qu'à un moment donné, il faudrait qu'on parle pays, qu'on parle développement. Quels sont les défis de l'heure 21e siècle, 2020 à la porte? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les grandes orientations politiques que nous devons prendre? Les résolutions qu'on doit prendre pour développer le pays? Fachi et Kabila, au début de leur mandat, même similitude. Enfants d'opposants de Mobutu, de longue date, ils ont connu l'exil pendant longtemps, passionnés, ils aiment cette nation. Non, mais non, attendez, aimer le pays, ça va être compliqué. Alors, je ne vous laisserai pas dire que Kabila aimait le pays, parce que le résultat, vous l'avez vu en tout cas. Mais un pays, toi-même, tu as dit ici le matin, tu arrives, on ne sait pas ce que tu faisais avant, au bout de 3 ans, tu deviens président de la République, 20 ans après, tu es l'homme le plus riche. Avec des superficies de terres arables, tu as tout ce qui... Mais c'est comme si tu aimais cette femme-là et qui te fait chaque accouchement 4 enfants, et sa famille prend en charge tous les enfants. Est-ce que toi, tu n'aimerais pas faire un enfant chaque nuit? Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est supposé aimer cette nation comme Kabila, où tu peux tuer, tu peux marcher, et on te laisse circuler, et on fait des selfies avec toi. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui aime ça plus que lui. Je comprends la logique. Deuxièmement, tu sais que dit c'est la même chose, il a une chance terrible. Tu arrives aux affaires, dans 12 mois, tu fais 64 voyages, 50 millions de dépenses dans les voyages, tu as 700 personnes dans votre cabinet, vous circulez paisiblement. Mais tu ramènes quand même $1 milliard. Qui ne sont pas encore arrivés. Tu réouvres le ça, ne reste pays que des ça ne reste que des Aujourd'hui, promesses. on peut te dérouler un tapis rouge en Allemagne, on peut t'offrir l'arrivée des Mercedes, des entreprises allemandes ici au pays. C'est quand même des très belles promesses que Kabila n'a pas pu avoir. C'était au Japon quand même qu'on peut vous accorder la possibilité d'amener Mitsubishi ici, d'amener Nissan ici au pays. C'est quand même des grandes opportunités. Nous connaissons l'homme blanc. Surtout nous, intellectuels actuels. Il ne faut pas compter sur les promesses. Le plus grand défi de Félix, ça ne sera pas l'extérieur. Le plus grand défi, c'est la gestion interne. Oui. Au moment où toi et moi, nous réalisons cette émission, le taux est à 17. Toi et moi, nous savons. Au moment où nous réalisons cette émission, tu as un tiers des personnels ici. Les autres ne sont pas arrivés à cause de la pluie. Il y a un problème de ruissellement dans la ville. Il y a débordement, érosion et consorts. L'héritage de Kabila. Donc... le défi est ici à l'interne. Le défi n'est pas ce qu'on va nous ramener. Léopold avait déjà amené 100 milliards ici, il a coupé les mains pour payer ça. Donc, il y a beaucoup de... Alors, le défi interne, je suis bien d'accord. Ça, c'est le plus grand. Le plus grand moi défi. Également, je pense il doit combattre la corruption et mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Moi, je pense aussi comme vous que
le président Fachi n'aura pas la solution à l'extérieur, parce que j'estime que nous avons tout ici. C'est pas possible d'aller chercher 1 milliard de dollars à l'étranger, alors que 15 milliards de dollars s'échappent chez vous-même. Donc je crois que ça doit se faire. Mais maintenant, le problème, c'est comment le faire. Ça a toujours été ça. Mais comment le président Fachi réussira-t-il à mettre fin à la corruption, peut-être pas fin, mais éliminer, à tant soit peu, cette question. Comment il va faire pour lutter contre le pillage de la République? Parce que je dois dire qu'on a pillé l'ONATRA, on a pillé l'INSS, on a pillé la SONAS, on a finalement pillé tous les établissements publics, comme si tous les DG qui étaient là, quand ils partaient, pouvaient prendre des maisons, ils partent avec. Le patrimoine de l'État a finalement été détruit. Alors, est-ce que Fachi, qu'est-ce qu'il fait exactement? Il reconstitue le patrimoine? Ou on dit, bon, on laisse tomber, on va reconstruire après? Par où doit-il commencer pour changer les choses? Dieu a donné l'unique voie pour commencer à sauver une nation, c'est la justice. Jusque-là, il fait très bien. Il ne prend pas les téléphones pour intervenir. Ouh, bravo, chef de l'État. Mais c'est scandaleux le budget. Vous savez, Mata Tampogno, Sami Badibanga, Chibala, ils avaient quand même 2,5% dans le budget national. Oui, 5 milliards, d'accord. Mais lui passe à 10 milliards et il réduit le budget à 1%. Mayo, c'est quand même un juriste. Le vice-premier ministre en charge du budget. Je ne sais pas s'il est vice-premier ministre ou ministre d'État. Oui, vice-premier ministre du budget. Un juriste, il rabat le budget à 1%. C'est-à-dire, dans les 1%, là, il n'y aura pas toutes les réformes que nous réclamons. Tous ces vieux corrompus là n'iront pas à la retraite. Il n'y aura pas recrutement de nouveaux magistrats. On ne va pas améliorer les conditions des nouveaux magistrats. Ça, c'est de 1. Donc, moi, je considère que s'ils peuvent nous suivre, les députés et les autres, revoyez, doublez les budgets de l'enseignement, de la justice. Passons à 5. Ça va nous aider. Donc, il faut passer de 1% à aller à 5. Voilà la réforme que nous attendons. Il n'y a pas que la gratuité de l'enseignement. Passons à 5% pour la justice. 2. Julien Paloukou, il est dans le gouvernement. À Goma, il avait fait la cartographie de toutes les maisons. Dans la ville de Goma, il voulait faire pour toute la province. Si on fait la cartographie de la ville de Kinshasa, inventorier les maisons, poser la question, comment est-ce que tu as fait pour avoir cette maison? La République a déjà tout là. On peut avoir 100 milliards. Parce que la manière dont les gens construisent dans ce pays, la manière dont les gens volent pour faire ce qu'ils font, c'est intolérable. Il faut mettre la justice derrière. Il suffit seulement de mettre la justice. Vous venez par exemple à la DGDA, à la DGI, on vous met dit, allez, alignez-vous, contrôle, comme on fait contrôle technique, contrôle physique. Ok, toi tu as combien de patrimoine? Vérifions. On descend. Les OPJ, va vérifier votre richesse. Ça va faire beaucoup de choses, parce qu'au pays, nous sommes le seul pays quand même, M. Barnabé, le seul pays au monde où vous pouvez être pauvre le matin et le soir vous devenez riche et personne n'en parle. C'est le pays où tu peux t'acheter une voiture de 200 000 dollars et tu circules avec, personne ne te pose une question de la provenance de la richesse. Il doit quand même... bon, moi j'attends son discours à la nation, parce que généralement, je ne sais pas s'il va le faire, mais... Vous pensez qu'il dira quoi? Il doit nous dire ce qu'il va faire de la justice. Moi j'attends de lui là-bas. Moi j'attends que le président nous dise qu'est-ce qu'il va faire de la réforme de la justice. Parce que, les 135 millions de dollars qu'on retrouve dans notre budget, c'est un signal fort qu'il n'y aura pas d'élection locale. Donc nous préparons les élections. Mais on a dit déjà qu'il n'y aura pas d'élection locale, on a dit ça. C'est facile à dire comme ça. Mais on a dit qu'il n'y en aura pas. Oui, mais cet argent-là qui devait ça au moins dans la justice. Parce que nous voulons quand même avoir des magistrats qui sont opérationnels. Ils ne sont que 5 000. Il faut changer. Il faut renouveler. Il faut renouveler. Et recruter. Oui. Ils ne sont qu'à 5 000. Et pourtant, le Congo a besoin de 50 à 30 000. Si le président peut aller pencher vers l'indépendance de la justice, pendant les 5 ans, nous aurons de bonnes élections. Et on va arrêter tous ces petits macafouignards qui dérangent les gens ici dans la corruption et les tribalismes. C'était un grand plaisir, M. Barnabé. Merci beaucoup d'avoir participé à cet échange. C'était un face-à-face, on va dire. Il n'y a pas eu de questions, il y a eu plutôt des échanges d'analyse. Merci beaucoup. Vous pouvez revenir à tout moment parce que c'est une tribune d'expression. Donc, je crois que vous avez un dernier mot, alors. Non, j'aimerais qu'un éminent de l'Église catholique vienne ici participer pour nous dire... comprendre ou dénoncer cette responsabilité qu'a l'Église catholique depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui et nous proposer comment est-ce qu'on compte soigner les intellectuels congolais pour faire des propositions qu'il faut. Nous avons quand même besoin que l'intellectuel congolais trouve des solutions à ses propres problèmes. Toi, tu as été le premier, tu avais compris que
avec la mutation, avec les numériques, nous n'aurons plus à rester devant les écrans à 60 pouces, 80 pouces. Tu as ramené tout ce que tu savais faire dans un téléphone, on peut te suivre de partout. Donc, comme toi, tu as compris, tu as amené cette proposition-là dans la diffusion de l'information et l'éducation de masse, que l'Église catholique aussi nous propose. Comment est-ce qu'ils vont corriger l'erreur qu'ils ont commise pendant 60 ans. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous avez suivi l'émission. Je suis heureux. L'émission est ouverte pour tout le monde, en tout cas. C'est libre débat, libre expression. Utilisez ce que vous pensez comme raisonnement pourvu qu'on trouve la solution pour ce pays. Quand même, c'est pas possible. On a tout, mais on manque de tout. Il y a la peur qui est dans nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. On n'a pas tout et nous sommes les pays les plus pauvres au monde parce que les habitants sont très pauvres.